Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. La meilleure façon aussi pour un podcast de se développer est le bouche à oreille, alors n'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à aimer cette émission, à la commenter ou bien même à la rediffuser sur vos propres réseaux. Enfin, que vous soyez sur YouTube, sur iPod ou bien sur SoundCloud, sur une toute autre plateforme, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune émission. Merci d'avance pour votre fidélité. Les civilisations chinoises, indiennes ou bien encore perses auraient pu vivre paisiblement. Leur tourment, disait Fernand Braudel, sous la forme de fléaux bibliques est venu des vastes déserts et steppes. Sur ces terres inhumaines, une population de pasteurs, turcs, turkmènes, kirghizes, mongols, dénués de cavaliers. Dès que l'histoire permet de les apercevoir, continue Braudel, ils sont déjà tels qu'ils se maintiendront, violents, pillards, cruels, d'une bravoure folle, jusqu'à la fin de leur grandeur historique, c'est-à-dire, en gros, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des conquérants de la steppe, ou mieux, des conquérants de l'éphémère. Leurs chefs ont pour nom Attila, Gengis Khan, Kubilai ou encore Tamerlan. Qui étaient ces peuples nomades, insaisissables aux puissants réseaux? Comment construisaient-ils leur légitimité sur les terres conquises? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire géopolitique des grands ensembles civilisationnels? L'Extrême-Orient, bien sûr, mais aussi l'Orient, jusqu'à l'Occident. Bref, comment définir cet empire ou ces empires de 1000 ans, ces empires qui n'ont rien de commun avec nos perceptions politiques? C'est ce que nous allons voir avec Arnaud Blin. Arnaud Blin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien des conflits dans une autre vie professionnelle. Nous étions rencontrés, vous et moi, pour évoquer un des traités les plus importants, les traités les plus importants de l'histoire moderne, à savoir les traités de Westphalie et de Münster. Et vous venez de publier aux éditions Passé Composé Les conquérants de la steppe d'Attila au Khanat de Crimée, 5e, 18e siècle. Arnaud Blin, il y a d'abord cette expression, celle d'empire des steppes qu'on entend très souvent, qui est de René Grousset. Est-ce que c'est une expression, l'empire des steppes, qui garde toute sa justesse? Oui et non, parce que ça n'est pas un empire, ce sont des empires. Des empires qui se font et se défont, qui n'ont pas nécessairement de relation les uns avec les autres, mais qui perdurent et se manifestent avec beaucoup de puissance et de violence depuis Attila, donc jusqu'au XVIIe siècle, disons. Alors cela renvoie d'abord à une réalité géographique, ces empires renvoient à une réalité géographique, et vous commencez votre récit, ce qui est original, en mentionnant le survol de toutes ces régions dans un vol Paris-Pékin, ou Pékin-Paris, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Bon, alors j'avais beaucoup lu sur ce sujet, j'avais écrit sur ce sujet, j'étais allé en Asie centrale auparavant, mais c'est vraiment en survolant tout le continent par une belle journée d'été sans nuages que j'ai vraiment compris la mesure de ces empires et de ce qu'ils avaient accompli. Parce que c'est un voyage très long. Vous passez des montagnes de Chine au désert de Gobi, aux steppes, puis ça devient, la couleur commence à changer jusqu'à ce qu'on arrive en Europe. Et donc, par ce survol, on suit la trace de ces conquérants qui tous partaient de Haute-Asie ou d'Asie centrale pour se projeter soit vers la Chine, soit vers le sud, vers l'Inde, vers la Perse, ou le cas échéant à l'ouest, vers la Russie et même jusqu'à l'Europe.
Est-ce qu'on peut parler d'une civilisation des steppes, d'une civilisation turco-mongole? Existe-t-il une unité entre ces différents peuples? Oui, il y a une unité, il y a une culture surtout, une culture de la guerre aussi, une culture qui se greffe souvent sur des pays sédentaires. Et mais ce qui fait le fond de tous ces empires, de tous ces peuples, c'est quand même leur culture stratégique, leur culture de guerre et les formidables armées que les uns et les autres ont lancées sur ces steppes et au-delà pendant plus d'un millénaire quand même. Après avoir cité Braudel, nous avons bien évidemment une vision négative de cet empire. Vous voulez réhabiliter en quelque sorte ces peuples? Oui, bon, alors on sait qu'ils ont été violents, qu'ils ont souvent été cruels, mais ils ont respecté souvent les cultures. Bon, c'est des gens qui, après avoir détruit des pays, des territoires et des villes, en général rassemblaient tout ce qu'il y avait de culturel, c'est-à-dire les artistes, les intellectuels, et il les faisait travailler soit sur les territoires qu'ils avaient conquis, ou alors il les ramenait chez eux à Karakorum pour les Mongols, à Samarcande pour Tamerlan et les Timourides. Et là, ils ont créé, surtout Tamerlan et ses successeurs, ils ont créé une très belle culture dont on voit les vestiges encore aujourd'hui. Comment connaissons-nous ces peuples? Sur Storia Voce, on accorde une place particulière aux sources. Les sources sont rares. C'est un peuple qui écrivait. Ce sont des peuples qui écrivaient? Non, pour la plupart, ils n'écrivaient pas. Bon, il y a des exceptions. Les Ouïghours avaient une écriture, ils écrivaient. Les Mongols ont quand même écrit. Ils ont laissé un très beau texte dont on parlera peut-être plus tard, mais qui s'appelle l'Histoire secrète des Mongols, l'épopée de Genghis Khan. Mais la plupart du temps, soit ils ne laissaient aucune trace écrite, soit c'était leurs victimes qui écrivaient sur eux, notamment les Chinois, puis les Arabes, les Occidentaux. Donc nous connaissons davantage ces peuples par leurs ennemis plutôt que de l'intérieur. Oui, tout à fait. Par exemple, les Huns, Attila, on ne connaît d'eux que ce qu'ont écrit les Occidentaux. Oui, on ne sait même pas à quoi ressemblait leur langue, on ne sait pas s'ils parlaient turc, s'ils parlaient mongol. Il y a très peu de choses qui sont restées, quelques vestiges archéologiques, des chaudrons notamment, les butins qu'ils avaient soutirés des uns et des autres, dont on a retrouvé des traces jusqu'au XXe siècle. Mais sinon, rien qu'ils aient écrit eux-mêmes, on retrouve même pas de traces de chevaux, enfin pratiquement rien, c'est très compliqué. Alors vous avez fait un choix chronologique large, 5e, 18e siècle. On peut parler d'unité dans la diversité. Il y a des empires, il y a plusieurs empires sur cette très longue période, mais malgré tout, ils ont une civilisation, un état d'esprit commun. Oui, d'ailleurs, dans les descriptions que font les étrangers d'eux, que ce soit les Occidentaux ou les Chinois, on retrouve des portraits qui sont assez semblables, qu'il s'agisse des Huns, des autres peuples qui leur ont succédé en Asie centrale, ou ensuite des Mongols ou des Turcs. Donc il y a vraiment une unité dans les descriptions qu'on fait d'eux et dans les techniques de guerre, qui sont les mêmes pratiquement de Attila jusqu'à Tamerlan, exception faite de l'étrier qui apparaît après Attila, évidemment. Alors nous allons parler bien évidemment des techniques de guerre parce que ce sont des questions que vous abordez largement dans votre ouvrage. Mais peut-être, et c'est ce qui m'a étonné au fond quand j'ai reçu ce livre, parce que encore une fois je vous connaissais pour les études géopolitiques que vous aviez réalisées, et je me demandais pourquoi vous alliez vers les conquérants de la steppe, vers ce peuple qui nous paraît éloigné, et pourtant tout votre premier chapitre est consacré à cette géopolitique. Et vous expliquez bien qu'il faut sortir de nos schémas. On parle d'empire, mais est-ce qu'on peut concevoir l'empire des steppes exactement comme on conçoit l'empire de Napoléon ou bien l'empire d'Autriche-Hongrie ?
Oui, non, ce sont des entités totalement différentes. Ce sont des empires qui fonctionnent par réseau. Ce ne sont pas des empires hiérarchisés, fondés sur un État, sur un territoire, et qui, en Europe et ailleurs, se fondent sur la durée de l'empire. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter une certaine, non pas une certaine, mais une pérennité à la construction impériale. Là, vous avez des réseaux, c'est un schéma beaucoup plus horizontal, avec des réseaux qui se font et qui se défont, où on se projette dans l'espace plutôt que dans le temps. Donc, ce sont des empires à géométrie variable. Bon, même l'empire de Genghis Khan, il a atteint son apogée vers 1260-1280, et tout de suite après, il se morcelle. L'empire de Tamerlan, qui était un empire immense, lui, il se défaisait à la mesure des conquêtes de Tamerlan, qui allait conquérir, et qui repartait, et qui laissait ça libre. Donc tout se reconstruisait, il était obligé de reconquérir une nouvelle fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ce sont des empires à géométrie variable, et ce sont des empires de l'éphémère. Des empires de l'éphémère que je citais, c'est une expression que j'ai tirée d'une de vos sous-parties. Pour bien se représenter au fond cette horizontalité, vous faites une comparaison osée, c'est-à-dire que vous comparez ces empires des steppes aux géants du web aujourd'hui, que sont Facebook, Google, etc. Oui, tout à fait, parce que bon, vous avez l'aspect réseau. Ils se construisent à partir de réseaux, de petits regroupements, où à partir d'un petit noyau central, on voit ça avec Attila, avec Genghis Khan, Tamerlan, etc. Vous arrivez à conquérir et à regrouper d'autres tribus. Le noyau augmente et après ça gonfle et vous vous projetez vers l'extérieur. Et le tout est tenu par une toute petite élite, un peu comme les compagnies de l'Internet d'aujourd'hui, qui contrôlent le tout et qui s'assurent pour elles-mêmes les profits de leur entreprise aussi. Alors, la Chine, l'Inde, la Perse, que je citais au début de cette émission, ont été frappés, moins l'Occident. Pourquoi l'Occident est-elle moins frappé, alors que, évidemment, on se représente ce qu'a pu faire Attila au 5e? Alors, d'une part, l'Occident est plus loin, quand même, parce que, bon, avec Genghis Khan, avec Tamerlan, on part de Mongolie ou d'Asie centrale, donc c'est beaucoup plus loin. On connaît mieux tous ces pays urbains que sont la Chine ou la Perse, qu'on convoite. Les guerriers des steppes connaissent mal ou pratiquement pas l'Occident. L'Occident, à l'époque, est quand même beaucoup plus pauvre que la Chine, que la Perse. Donc on est moins intéressé. Ce qui les intéresse finalement, aussi bien Genghis Khan, ses descendants que Tamerlan, c'est le commerce qu'ils pourraient effectuer avec l'Occident. Ça les intéresse. La conquête les intéresse moins, bien que par 2 fois, ils se projettent, je parle des Mongols, ils se projettent en Occident. Et là, le hasard sauve l'Occident finalement, puisque lorsque les troupes mongoles arrivent en Pologne et en Hongrie, où elles écrasent ces 2 armées en l'espace de 48 heures, le grand camp meurt et toutes les troupes retournent vers la Mongolie et sauvent ainsi l'Occident. Alors, est-ce que la steppe est la cause de l'affaiblissement des États sédentaires ou bien la conséquence? Les États sédentaires que sont la Chine, l'Inde, la Perse et bien évidemment l'Occident lui-même. C'est au départ la cause, comme le dit d'ailleurs Braudel, que vous venez de citer, puisque c'est
la steppe que se projettent toutes ces armées qui soit affaiblissent, soit conquièrent, mais au bout du compte, sur le long terme, je dirais, renforcent aussi ces pays. Bon, Kubilai parvient à faire l'unité de la Chine. C'est-à-dire ensuite se débarrasse au bout d'un siècle des Mongols, et bon, ça... L'importance de Kubilai et des Mongols dans l'histoire de la Chine est considérable. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup dans votre livre, au fond, en dépit du fait que c'est un peuple qui n'arrive pas à créer un État, eh bien, c'est un peuple qui a un effet perturbateur sur ses ennemis, voire, paradoxalement, un effet stabilisateur. C'est-à-dire qu'il oblige ses États à se défendre. Voilà, et donc à prendre conscience de ce qu'ils sont. Voilà, tout à fait. Et en plus, bon... ils leur fournissent aussi une élite militaire qui assure leur sécurité. C'est le cas des empires turcs qui se greffent aux empires arabo-musulmans et qui, à une époque où les empires arabo-musulmans sont en perte de vitesse, leur assure une sécurité sur plusieurs siècles, finalement. Je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que vous disiez à propos de l'Occident. Vous parliez de commerce. Est-ce à dire que, un peu comme l'Empire romain ou bien l'Empire, je citais tout à l'heure, l'Empire austro-hongrois, est-ce que se mettent en place des circuits commerciaux ou est-ce que là aussi, au même titre qu'ils n'arrivent pas à fonder des États verticaux, parce qu'on est en face d'empires horizontaux, eh bien, au même titre qu'ils n'arrivent pas à créer des empires verticaux, eh bien, ils n'arrivent pas à développer des liens commerciaux. Oui, parce que, bon, Tamerlan, par exemple, pour ne citer que lui, il entame des pourparlers avec certains chefs d'État occidentaux, notamment en France et en Angleterre, mais quelques années plus tard, bon, il meurt et, bon, son fils essaye de continuer, mais la chose ne se fait pas. Par ailleurs, je suis pas sûr que les Occidentaux eux-mêmes étaient si intéressés que ça à développer le commerce. Avec ces hommes, ouais. Oui. Eux, ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient à les convertir. Et pendant les croisades, c'est-à-dire à l'époque mongole, ils espéraient trouver un allié de circonstance. Contre les musulmans. Oui, vous citez à plusieurs reprises dans votre livre Gabriel Martinez-Gros, et Gabriel Martinez-Gros montre que les Arabes, au fond, étaient plus soucieux des Mongols que de l'Occident et des croisades. Oui, bah, ils avaient raison, parce que les Mongols étaient beaucoup plus puissants, dangereux, beaucoup plus dangereux. Ouais. Alors, je reviens sur ces peuples en eux-mêmes. Qui sont-ils? Qui sont ces hommes des steppes? Est-ce que démographiquement, tout d'abord, nous avons une idée de leur importance? Non, on n'a pas de chiffres fiables. On sait que c'était des peuples parsemés, qui, enfin, c'est un gros espace. Et quand vous aviez un fédérateur, bon, bah, il fédérait des hommes sur ou des peuples sur des milliers de kilomètres. Et avec les États militaires qui se créaient, où tout le monde participait aux campagnes, hommes et femmes compris, ils parvenaient à se construire des armées conséquentes de, je sais pas, 100 000 hommes, peut-être plus. Mais au-delà de ça, démographiquement, ils avaient un très lourd handicap par rapport aux autres peuples sédentaires comme la Chine, l'Inde, la Perse. Donc le problème démographique était leur gros problème finalement. Oui. Est-ce que nous savons très exactement d'où ils viennent ethniquement? Non, il y a beaucoup de théories là-dessus. Bon, on sait qu'ils viennent de la chaîne de l'Altaï, donc en Haute-Asie, autour de la Mongolie, de l'Asie centrale aussi. Les Mongols, par exemple, étaient des peuples forestiers qui ont émigré vers la steppe. La distinction entre Turcs et Mongols, c'est une distinction linguistique surtout. Vous avez aussi les Tungus qui parlent une langue proche, mais qui n'est ni le mongol ni le turc. Et pour certains d'entre eux, comme les Huns, on ne sait pas du tout. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas s'ils étaient turcs, s'ils étaient mongols.
Et bon, il y avait beaucoup plus de Turcs que de Mongols. Les Mongols, c'était une minorité parmi ces peuples, longtemps méprisés par les Turcs. Et donc, mais tous viennent du même endroit, c'est-à-dire de cette poche steppique de l'Altaï. Qu'est-ce qu'on sait exactement de leur culture ? On connaît un peu leur religion. Ce sont des chamans. Ils ont un dieu, Tengri. C'est un peuple très religieux. La place de la religion est aussi importante que celle. Je vais reciter l'Empire romain, mais ça pourrait être oui, la religion Grèce. Est importante, mais enfin, on n'est pas dans les religions monothéistes. Donc, souvent, quand ils ont été en contact avec des religions monothéistes, que ce soit les chrétiens, les zoroastriens, l'islam, les manichéens, etc., souvent, ces religions se sont implantées, je ne sais pas si j'ai cité l'islam bien sûr, ces religions se sont implantées relativement facilement dans ces zones. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'absorption des autres religions ? Oui. Mais les Mongols eux-mêmes ont résisté, ont gardé leur propre religion avant de se convertir, certains d'entre eux, au bouddhisme. Et alors, autre aspect de la culture, ce n'est pas un peuple, j'allais dire, agricole, ce n'est pas un peuple qui cultive la terre, c'est un peuple qui est toujours en mouvement. Oui, c'est un peuple de pasteurs. De pasteurs, oui. Où l'animal a une importance capitale dans la vie économique et dans la culture. Vous montrez bien que les études scientifiques, notamment sur les dentitions, etc., ont permis de connaître leur alimentation. Oui, ça c'est intéressant. Alors c'est des nouvelles découvertes avec des sciences qu'on n'utilisait pas auparavant pour étudier ces peuples, qui montrent qu'ils avaient que leur nourriture était basée en grande partie sur le lait, alors que les descriptions que nous en faisaient les auteurs contemporains parlaient surtout de la viande qui faisait cuire sur leur sel, une image qu'on connaît tous. Donc ils étaient très dépendants du lait, et le lait provenait de toutes sortes d'animaux, des chevaux, vaches, chèvres, etc. Et ça leur permettait d'avoir une logistique extrêmement favorable à la projection de leurs armées sur des distances extrêmement longues. Ils avaient des réserves de lait qui peuvent durer 2 années, d'après ce que j'ai compris. Et ils se déplaçaient avec tous leurs troupeaux, ce qui faisait qu'ils avaient de quoi se nourrir et de quoi nourrir leurs bêtes un peu partout. Ils ont des techniques, vous présentez les techniques, c'est incroyable, les techniques de conservation alimentaire. Oui, ils avaient des techniques de fermentation qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui en Asie centrale. Ils consommaient énormément de lait fermenté. D'après ce qu'on sait, ils consommaient jusqu'à 7 à 8 litres de lait de jument. Enfin, d'alcool, de lait de jument par jour. Et surtout, ils ont ces petits chevaux d'Asie centrale, très caractéristiques, qui ont la capacité de déterrer leur nourriture sous les sols gelés, ce qui permet non seulement aux chevaux de se nourrir, mais aussi aux autres animaux qui traînaient avec eux. Donc ça, c'était très important. Ils avaient une capacité logistique qu'aucune autre armée au monde n'a jamais possédée, finalement. Alors, le cheval est au centre de cette civilisation ? Oui, c'est vraiment... le cheval, c'est tout. C'est ce qui permet de se déplacer, on le consomme, on consomme le lait. C'est ce qui donne un statut social à celui qui en possède. Ils en possédaient plusieurs, chaque soldat en possédait plusieurs. C'était une des autres forces de leurs armées, c'est qu'ils possédaient plusieurs chevaux. Donc ils se déplaçaient sur un cheval et ensuite ils changeaient de monture.
Et pendant les combats, comme ils faisaient des charges de cavalerie suivies de replis stratégiques, souvent ils allaient à l'arrière, ils changeaient de monture et ils repartaient à l'assaut. Ce que les autres armées ne faisaient pas, et ce qui leur donnait un avantage certain. Leur grand avantage, c'est qu'ils ont bien évidemment le cheval, mais aussi une arme redoutable que vous présentez assez longuement, c'est l'arc. Oui, alors bon, il n'y a pas plus simple comme arme, mais c'est une arme qu'ils utilisent montée, donc c'est pas l'arc long de l'Occident. On tire pas sur de longues distances, bien qu'ils aient 2 arcs, un pour un tir à moyenne distance et un arc plus court qui leur permettent de tirer à vue lorsque leurs adversaires sont proches. Et bon, il faut savoir que la maîtrise de l'arc est une maîtrise qui réclame un très long apprentissage, et qu'eux-mêmes, ils commencent à le pratiquer dès qu'ils sont sur un cheval. Donc, ils pratiquent la chasse, c'est leur première activité, ce qui les prépare à la guerre, c'est la chasse avec l'arc. Souvent, ils montent à cheval avant de savoir marcher. Et donc, vous avez des guerriers qui, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, sont déjà extrêmement performants. Est-ce qu'ils bouleversent la stratégie militaire, la façon de faire la guerre? Est-ce que leurs ennemis, les Chinois, les Perses, mais aussi les Occidentaux, sont déroutés par ces armées virevoltantes? Alors je dirais que oui, ils sont déroutés, mais que non, ils ne bouleversent pas, parce que ils ne bouleversent pas parce que ça n'est pas une technique exportable. Aussi bien d'un point de vue culturel que géographique, une armée d'Occident ou une armée chinoise ne peut pas imiter cette armée. C'est pas comme avec Napoléon, au bout de quelques années... tout le monde copie Napoléon. Voilà, tout le monde copie Napoléon, et bon, il y a beaucoup plus de mal. Là, vous formez pas des cavaliers archers en quelques années. Vous pouvez pas projeter ces armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans les forêts ou les montagnes occidentales. En plus, ce sont des armées où bon, il y a beaucoup moins de hiérarchie finalement. Tous les soldats sont à peu près d'un niveau égal. Bon, vous avez des généraux, etc. pour coordonner le tout, mais on est loin des armées occidentales où vous avez les chevaliers, où vous aviez la piétaille, etc. Oui. Il y a moins de hiérarchie. Oui, il y a beaucoup moins de hiérarchie. C'est comme leur système politique, c'est un système qui est très horizontal finalement. Et c'est un système qui est basé sur le système décimal. Donc, c'est très facile de coordonner ces armées. Vous avez un groupement de 10, de 100, de 1000, de 10 000. Et ça leur donne une flexibilité bien supérieure aux autres armées. Ça leur permet de concentrer leurs forces comme aucune autre armée. Ça leur permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Donc, ils ont des avantages dans absolument tous les domaines. Aussi bien tactiques, que stratégique, que opérationnel, que logistique. Évidemment, ils n'inventent pas beaucoup en termes de technologie de guerre, puisque bon, l'arc, c'est l'arme militaire réduite à sa plus simple expression. Mais ils œuvrent à une époque où la technologie militaire n'a pas l'importance qu'elle aura après eux. Alors, au fond, ce sont des hommes qui sont puissants à vaincre, mais ils sont impuissants à devenir des maîtres. Oui, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas la culture politique des peuples qu'ils conquièrent. Ils sont quand même très intéressés par la conquête, beaucoup moins par la gestion. Ils sont peu nombreux, donc ils sont obligés de se reposer sur les peuples qu'ils ont vaincus finalement, puisque quand ils conquièrent des territoires, ils mettent en place des potentats locaux qui, dès qu'ils ont le dos tourné
reprennent leur pouvoir et leurs vieilles habitudes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont tout le temps obligés de reconquérir. Alors les Mongols parviendront à avoir un empire ou des empires qui durent un peu plus longtemps, mais parce qu'ils se fragmentent. Donc finalement, la fragmentation de l'empire mongol après Genghis Khan, enfin quelques décennies après Genghis Khan, elle signale la fin du grand empire mongol, mais elle permet à des empires plus petits de perdurer dans le temps aussi. Est-ce qu'on peut dire, alors vous allez trouver cette réflexion osée, qu'au fond, ce n'est pas un peuple de penseurs politiques, il n'y a pas de penseurs politiques comme il y a des penseurs politiques dans la Grèce antique, dans l'époque romaine. En revanche, au fond, ce sont des hommes de terrain et qui connaissent parfaitement ce terrain et qui ont une capacité de mouvement que ne possède aucun autre peuple. Oui, tout à fait. Alors, ce sont pas des théoriciens dans la mesure où ils n'écrivent pas de traités politiques oui. Ou stratégiques ou militaires. Oui. Mais bon, quand on étudie de près leurs campagnes, on voit que leurs stratèges étaient extrêmement intelligents, extrêmement astucieux, très expérimentés, que les campagnes se préparaient minutieusement, qui pensaient vraiment à tout, depuis la logistique, la stratégie, ils étudiaient leurs adversaires, ils avaient un renseignement de tout premier plan, et stratégiquement s'entend, je pense que ce sont des armées qui avaient un niveau au moins égal aux meilleures armées qui ont pu exister. Dans le monde, oui. Oui, aussi bien la Légion romaine que la grande armée de Napoléon. C'est très similaire, en fait, à l'armée de Napoléon, si on y réfléchit. Alors, parfois, ils tentent de créer un État, vous le montrez à travers Gengis Khan, et pour créer un État, on recherche toujours ce qu'on appellerait un mythe fondateur. Il essaie de trouver ce mythe fondateur. Et il le trouve. Le mythe fondateur, c'est lui, finalement. C'est-à-dire le conquérant universel. Et c'est un mythe qui va perdurer jusqu'à la fin des derniers petits Khanats issus des Mongols. D'ailleurs, pendant très longtemps, la légitimité politique dans toute cette région, de Haute-Asie, Asie centrale, etc., passait par un lien direct avec Genghis Khan. Tamerlan, quand il conquiert un empire qui est le second uniquement après celui de Genghis Khan, eh bien, il met quand même des souverains fantoches dans les États ou dans l'empire qu'il a conquis, qui sont des descendants de Genghis Khan. Et lui-même ne s'arroge jamais le titre de Khan ou de Grand Khan. Est-ce que ça ne se fait pas? Alors, en fait, on est frappé par le fait que seuls quelques individus, au fond, émergent, si je puis dire, dans la grande histoire. C'est parce qu'ils étaient justement incapables de créer un État que l'on trouve si peu d'hommes d'État dans cette histoire millénaire. Oui, alors, vous avez beaucoup d'empires, qu'on connaît beaucoup moins. Les Gokturks, les Khazars, etc. On parle beaucoup aujourd'hui des Ouïghours, mais ces Ouïghours étaient un des peuples des steppes. Voilà, tout à fait. Donc, qui ont eu plusieurs périodes où ils se sont créés un empire qui s'est défait, qui s'est refait, etc. Ils ont bougé, ils n'étaient pas là où ils sont actuellement. Mais peu de ces peuples n'avaient de figure emblématique qui était capable de fédérer toutes ces tribus et de construire un État des entités proches d'un État qui pouvaient perdurer un tant soit peu dans le temps. Alors, à vous entendre, depuis le début de cette émission, on voit un peuple fort, on voit un peuple capable de bouger très rapidement. On ne voit pas un peuple féminin. Or, vous montrez que c'est un peuple qui donne toute sa place à la femme. Oui, tout à fait. Alors, sur le plan politique, notamment chez les Mongols, mais pas uniquement chez les Mongols, mais c'est
beaucoup plus prononcée chez eux. Ce sont les femmes qui gèrent l'Empire quand les hommes partent à la conquête. Ça commence avec la femme de Genghis Khan, une femme remarquable, Borté. Ce sont les filles ou leurs filles. Et ce sont les femmes des fils de Genghis Khan qui vont décider d'ailleurs de qui va gouverner l'Empire, qui va succéder au khan. Et ce sont d'elles qui font les rois et les princes et les empereurs, finalement. Donc elles ont peut-être une place beaucoup plus importante que dans beaucoup de civilisations, de civilisations ou d'empires. Oui, surtout à cette époque. Et elles accompagnent. Là, je parle du pouvoir, du noyau central du pouvoir. Mais sinon, les femmes accompagnent les soldats et parfois elles participent elles-mêmes en tant que soldats aux campagnes. D'ailleurs, quand les Occidentaux arrivent en Occident, ils sont absolument ébahis par le fait que vous avez des femmes qui sont à cheval au sein des armées, tout aussi valeureuses que les hommes. Alors, on pourrait évoquer tous ces personnages, Attila, Tamerlan. Vous avez écrit une biographie de Tamerlan. Je voudrais revenir simplement sur Gengis Khan parce que c'est vraiment le grand personnage qui sort du lot. D'abord, Gengis Khan, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom original. Non, il s'appelle Temujin. Il devient Genghis Khan quand il prend le contrôle des peuples mongols. Donc c'est une sorte, Gengis Khan, c'est une sorte de titre. Oui. C'est un nom qu'il se donne. Non, c'est un titre. C'est un titre. Oui. Le Khan, c'est ce qu'on appellerait le roi ou l'empereur. Voilà, c'est l'empereur. C'est un titre qui est hérité d'autres tribus des steppes qu'on retrouve chez les Turcs, chez les Mongols et d'autres. Alors, ce titre de universel, de souverain universel qu'il se donne, c'est un titre de papier où il y a véritablement une réalité impériale. Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, à un Alexandre ? Oui, d'ailleurs, j'ai fait des comparaisons. La manière dont il conquiert un territoire aussi grand et la fulgurance de ses premières campagnes, l'aspect foudroyant de ses premières campagnes nous rappelle Alexandre, évidemment. Mais contrairement à Alexandre, il part de rien. Alexandre, il hérite de l'armée de son père, qui est la première armée du moment. Genghis Khan, lui, son père est tué et il se retrouve dans la steppe, dénué de tout, avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Dans des années, il survit de rien. Ensuite, il travaille comme mercenaire au sein de petits potentats locaux. Et peu à peu, il prend le pouvoir. Il a un associé de son âge, avec qui il va conduire plusieurs campagnes. Et à un moment, les deux deviennent adversaires. Et c'est Genghis Khan qui prend le dessus et qui tue son ami d'enfance. Parce que le pouvoir dans ces zones-là ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Nous avons oublié de le dire, nous sommes à cheval, si je puis dire, nous sommes à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il commence à monter en puissance à la fin du XIIe siècle, et il élimine son rival au début du siècle, et il organise son premier conseil, son Kurultai, comme les appellent les Mongols, en 1206. Et c'est vraiment la période où il a réussi à fédérer les peuples mongols et où il va partir à la conquête du reste du monde. Mais contrairement aux autres empires qu'il y a eu auparavant, qui tous ont jeté leur dévolu sur la Chine et s'y sont cassés les dents, lui décide de préparer ses arrières, de conquérir d'autres territoires afin d'asseoir sa puissance de telle manière à ce qu'il puisse conquérir la Chine sans perdre le reste. Donc il est le premier à faire ça. Donc il faut vraiment
C'est ce qui le distingue dans l'histoire des empires des steppes. Voilà. C'est-à-dire qu'il réfléchit stratégiquement. Il connaît bien la Chine parce qu'il a travaillé avec... il a été au service de chefs de guerre qui ont combattu avec ou contre la Chine. Donc il connaît très bien la Chine. Il sait ce qu'il attend et il prépare très bien son affaire. D'ailleurs, la conquête de la Chine s'étendra sur plusieurs décennies. Il a une capitale, Karakorum. Alors, c'est pas encore une capitale, ce sont ses descendants qui vont créer ce sont les descendants qui vont créer la capitale à Karakorum. Bon, ça fait que vous avez un territoire central d'où partent toutes les campagnes. C'est aussi ce qui distingue les Mongols. C'est un peuple nomade, mais qui a une base. Mais est-ce que pour le coup, il aurait ou il a eu, comme dans l'histoire de beaucoup d'empires, on a fait toute une série sur l'Empire assyrien, où on sait ce que l'Empire assyrien a donné à l'architecture, à la sculpture, à la religion aussi. Est-ce que Karakorum constitue un pôle, on va dire culturel, révélateur de ce qu'a été cette civilisation des steppes? Non, pas du tout. Karakorum a disparu. Il y a eu un monastère qui a été construit à l'emplacement de Karakorum. Bon, aujourd'hui, vous avez des fouilles archéologiques, mais Karakorum, c'est pratiquement rien au milieu de la steppe. Donc, rien à voir avec les autres les grands espaces de civilisation. Voilà. Et vous avez Pékin, où là, l'empreinte de Kubilai est quand même là. Et plus importante? Oui. Oui. Là, elle est présente. Alors, mais c'est plus la Mongolie. C'est plus la Mongolie. Ouais. Nous arrivons peu à peu, Arnaud Blin, au terme de cette émission. Alors encore une fois, il y a tellement de choses à dire, parce que vos limites chronologiques sont très importantes. 5e, 18e siècle. Nous avons vu l'importance du cheval, nous avons vu l'importance de l'arc. Est-ce que c'est l'arrivée du feu dans les armées qui, au fond, en vous lisant, j'ai un peu pensé à cette armée polonaise en 1939 qui faisait la guerre à cheval contre les tanks. Est-ce qu'on peut comparer, au fond, cette défaite des empires des steppes face au feu et à la technique? Alors je dirais non, parce que ce qui cause la défaite ou la chute des empires nomades, c'est vraiment la fragmentation et l'incapacité à s'entendre et les crises de succession. Tout au plus, l'arrivée du feu a empêché certains de ces empires, ou de ces anciens empires, de ces khanats à l'époque, éventuellement de se reconstituer. Mais on a vu avec Nadir Shah au début du XVIIIe siècle, un persan qu'on pouvait tout à fait allier et très efficacement les techniques des steppes du combat à cheval avec l'arme à feu. Donc, si l'arme à feu était apparue alors que ces armées, ces peuples étaient encore puissants, je pense qu'ils auraient très bien su intégrer l'usage de l'arme à feu. Alors vous êtes très proche de Gérard Chaliand et vous terminez votre livre par une citation de Gérard Chaliand. Dans la durée, aucune ère n'a eu l'importance militaire de la steppe eurasiatique dont les vagues nomades des Scythes aux Mongols ont affecté le monde antique et médiéval. Et c'est ce qui ressort au fond de votre livre, c'est que certes, on a du mal à saisir cet empire dans sa réalité culturelle, dans sa nature, son incapacité à créer l'État. En revanche, on voit toutes les conséquences que ces empires ont eues sur les civilisations et sur leur devenir. Oui, parce que, bon, d'une part, ça dure très longtemps quand même. C'est 1000 années, pratiquement ininterrompues, et ça touche toutes les grandes civilisations d'Eurasie. Moins l'Occident. Mais, la Chine est toujours en première ligne. La Perse, l'Inde,
le Moyen-Orient. Donc, hormis la Méditerranée, tous ces pays sont affectés par les Mongols, et pendant très longtemps. La Russie aussi, qui va prendre sa revanche, puisque c'est elle qui, au bout du compte, reconquiert tous les territoires qui appartenaient aux empires des steppes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Blin d'être venu à notre micro. Merci à vous. Donc, les conquérants de la steppe d'Attila au Khanat de Crimée, 5e, 18e siècle, un ouvrage paru chez notre partenaire, Passé composé. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous et surtout, restez fidèles à Storia Voce.